Bonjour. Maintenant que les bases de la théorie des ensembles est bien établies, nous allons partir de là et définir ce que nous appelons les tables de vérité. Alors vous allez voir que le principe en soi est très simple. Je vais prendre de nouveau, pour documenter cela, un ensemble que j'appelle l'ensemble grand A. Voilà. Je vais, comme précédemment, le placer dans un ensemble dit ensemble universel, comme ceci. Et alors, je vais introduire à l'intérieur de l'ensemble, donc un numéro, qui dit que ici, je suis dans la région numéro 1, si je veux bien écrire, voilà. Et ici, je suis en dehors, je suis dans la région numéro 0. Ce n'est qu'un numéro qui va absolument correspondre en réalité à ce que je vais appeler une variable. Une variable, cette fois-ci que je vais noter petit a, qui correspond en fait à mon ensemble grand A. Et qu'est-ce que je veux faire exactement? C'est lui donner deux valeurs possibles. La valeur qui va dire soit je suis dans A, soit je ne le suis pas. C'est-à-dire, si je ne le suis pas, j'écris 0. Et si je suis dans A, je suis avec une valeur de 1. Ça correspond donc aux numéros 0 et 1. Je vais pouvoir compléter cela en créant donc une première table très simple. Voilà, comme ceci. En disant ici maintenant, plutôt que de parler de A, si j'avais envie de parler de A bar. Alors vous savez que A bar, c'est le complémentaire de grand A. Eh bien, pour petit a, je vais avoir exactement la même chose. Donc, je vais avoir A bar. Alors, qu'est-ce qui se passe si je suis dans A bar? Eh bien, c'est clair que je ne suis pas dans A. Donc, ce que je vais pouvoir faire, alors à ce moment-là, c'est écrire un 1 ici. Pour dire, si je suis dans A bar, si cela est vrai, donc vous voyez que le 1 correspond à ce qui est vrai, eh bien, donc je ne peux pas être dans A. Le contraire est également évident. Si je suis dans A, je ne peux pas être dans A bar. Eh bien voilà, on a écrit alors à ce moment-là notre première table de vérité. Et si on réfléchit un petit peu, on va constater que ce type de table, eh bien, on a la possibilité de pouvoir en faire que 4 lorsque on a donc une seule variable. Et vous allez voir, les deux autres sont vraiment évidentes et ne racontent pas grand-chose. En fait, il s'agit toujours de prendre d'abord un certain nombre de variables qu'on va représenter comme étant les entrées, et puis alors les résultats sont ce qu'on va appeler les sorties. Ou alors simplement la fonction donc des différentes variables. C'est pour ça que le résultat qui avait été proposé ici dans la colonne A bar, j'aurais pu écrire f de A, à ce moment-là qui aurait été A bar, ou alors S, un grand S, pour dire que j'ai affaire à la sortie correspond à l'entrée A. Donc de manière tout à fait générale, on a ceci. J'ai A, qui peut valoir 0 ou 1, il n'y a pas d'autre possibilité. À partir de là, je vais faire mon petit tableau, comme ceci. Je le fais un petit peu plus grand pour avoir l'occasion de pouvoir tout écrire. Alors, la sortie, le résultat, c'est une fonction de A. On va voir qu'il y en a parfois certaines qui sont vraiment évidentes. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai soit 0 ou 1. Il n'y a que ces deux possibilités-là. C'est vrai, en réalité, pour chacune des valeurs
de la variable, ce que je vais appeler des lignes. Hein, c'est-à-dire que là, si vous avez donc une ligne correspondant à la ligne numéro 1, là, c'est donc la ligne numéro 2. Bien, alors qu'est-ce que je pourrais très bien encore avoir comme table? Eh bien, la première qui est évidente, c'est de dire je compare A à lui-même. J'ai A en entrée, j'ai A en sortie. On n'a pas grand-chose. On a 0 en entrée, on doit avoir 0 en sortie. Si on a 1 en entrée, on a 1 en sortie. Vous voyez que qu'on n'apprend strictement rien. Et si on compare les deux petits tableaux qu'on a fait jusqu'à présent, on peut associer ça à deux types de fonctions. Vous avez d'une part ce que je vais appeler la fonction oui. Ça, on va dire que cela correspond donc à la fonction oui, ou yes, en anglais, évidemment. Et puis alors, vous avez la fonction non. On verra que on a exactement ce type de fonction lorsque l'on utilise non pas une variable, mais deux. C'est ce qu'on va faire tout de suite parce que, encore une fois, si on n'utilise qu'une variable, on va être très réduit. Et alors, en anglais, ce ne sera pas no, mais not. Donc, vous avez A et puis vous avez not A qui correspond donc au A bar. Et alors, je vous avais dit qu'il y avait 4 tables au total. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 tables? Pas tout simplement parce que vous avez ici donc 2 possibilités. Là, vous avez également 2 possibilités. Eh bien, 2 fois 2 possibilités, ça fait 4. C'est exactement comme cela qu'on va fonctionner. Et puis, on va pouvoir établir une règle à partir du moment où on n'utilise pas une seule variable, mais si on utilise 2, 3, 15, si on en a envie. Alors, quelles sont ces 2 tables? Vous allez voir qu'elles sont ridicules. La première, c'est dire que au niveau de la sortie, tout est faux. Donc, vous avez 0, 1 et 0, c'est dire que vous n'êtes nulle part en réalité. Et l'autre table qui reste, 0, c'est le contraire. C'est qu'au contraire, quand tout est 1. Voilà. Donc, à l'entrée, vous avez 0, 1. Et en sortie, vous avez des 1 partout. Donc voilà, vous avez les 4 tables possibles lorsque vous avez une seule variable. Donc vous avez une variable, et avec une seule variable, qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Eh bien, pas grand-chose. Vous pouvez obtenir, voilà, uniquement 4 tables dont on a envie de dire que une seule est vraiment révélatrice. Alors faisons une petite parenthèse en nous posant la question, effectivement, qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir une variable, si on en a plusieurs? Si on a 2 variables, je vais dire que cela correspond à n. Si j'ai le nombre de variables, c'est n qui est égal à 2. Qu'est-ce que je vais avoir? Je pourrais compter d'abord le nombre de lignes que je peux avoir. Écrivons cela. J'ai donc la variable a. On va dire que j'ai une variable b. Cela va correspondre, vous allez voir tout de suite, à 2 ensembles. Et alors, à partir de là, je vais pouvoir créer un tableau. Hop. Voilà, je vais le faire suffisamment grand, comme ceci. Qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, A et B peuvent tous les deux être égales à 0. Au niveau des ensembles, ça veut dire que vous n'êtes ni dans A ni dans B.
Soit vous pouvez avoir 0, 1. Vous voyez comment on est en train de refaire la numérotation binaire. Ça veut dire qu'on est en B mais qu'on n'est pas en A. On peut être en A et pas dans B. Ou bien on peut être dans les deux. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? C'est que, avec n, eh bien, si je veux connaître le nombre de lignes, qu'est-ce que ça va me donner, le nombre de lignes? Voilà, eh bien, c'est égal à 2 exposant 2, parce que j'ai deux variables. Je continue. Une fois que j'ai fait ça, j'aimerais bien savoir combien de tables je peux avoir à ma disposition. Donc, au niveau de la sortie, qu'est-ce que je vais avoir? La sortie, c'est une fonction des deux variables a et b. Et là, de nouveau, soit je peux avoir 0, ou bien je peux avoir 1. C'est de nouveau deux possibilités. Donc, j'ai deux possibilités partout. Et comme j'ai 4 lignes, eh bien, je vais avoir que le nombre de tables va correspondre à 2 exposant le nombre de lignes, c'est-à-dire ce que j'avais au départ, c'était donc 2 exposant 2. Vous voyez, ça commence à se former. Ça, c'est ce qui se passe lorsque vous avez donc deux variables. Donc, avec deux variables, on pourrait écrire ici, si j'ai n, l, t, voilà, je vais encore faire un autre petit tableau en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux avoir comme valeur? Eh bien, j'ai pu déjà constater que si je prends n qui vaut 1, ce qu'on avait fait précédemment, de lignes, j'ai 2 exposant 1, ça me faisait 2, et j'avais 4 tables. Si n vaut 2, si j'ai deux variables, c'est ce qu'on est en train de calculer ici, eh bien, c'est ici le 2 exposant 2, ça me donne 4. 4. Et enfin, pour le nombre de tables, j'ai 2 exposant 4. Donc, ça me fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. J'ai 16 tables possibles. Et voilà. Et alors maintenant, si j'ai non plus n égale 2, mais j'ai simplement un n quelconque. Donc, je pars avec une valeur abstraite n pour pouvoir savoir ce que je vais avoir dans tous les cas. Eh bien, c'est très simple. Le nombre de lignes, ce sera 2 exposant n. Et le nombre de tables, ce sera 2 exposant le nombre de lignes. Mettons-le complètement. Donc, c'est le nombre de lignes, comme ceci, c'est-à-dire 2 exposant 2 exposant L. Qu'est-ce que ça va nous indiquer? C'est que c'est à partir du moment où je prends n qui vaut 3. Voilà. Alors, si je fais le calcul de 2 exposant 3, ça me fait 8. 8 lignes. Ça, c'est pas nouveau. Mais alors, le nombre de tables, ça fait 2 exposant 8. Je vais avoir donc 2 exposant 8 tables, c'est-à-dire 256. Vous voyez, on est déjà à 3 variables que du coup, vous avez la possibilité d'avoir 256 possibilités différentes. Vous imaginez, si on commence à aller avec n égale 4, 5, 6, etc., etc., le nombre de tables va augmenter, mais de manière considérable. C'est pour ça que, pour ce qui est de la présentation des tables de vérité, s'il est encore assez simple de donner toutes les tables de vérité concernant deux variables,
bah, vous en avez 16, il y a moyen de pouvoir mettre ça sur une feuille de papier. Déjà, ensuite, 3, les 256 tables, il n'y en a pas question. Donc, on va simplement se contenter d'examiner au cas par cas, suivant les différents types d'exercices. Eh bien, prenons directement un exemple en ce qui concerne la possibilité de pouvoir travailler avec des tables de vérité à 2 variables. Bon, je vais donc faire la même chose qu'avec une variable. Pour avoir une variable, il fallait un ensemble. Eh bien, pour 2 variables, il me faut 2 ensembles, comme ceci, avec toujours l'ensemble universel. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. On est en train de faire une révision. Donc ça, c'est l'ensemble A, l'ensemble B, l'ensemble universel. Voilà, tout est posé. Alors, je vais mettre à chaque fois le numéro de région. En fait, si vous avez compris, le numéro de région, c'est tout simplement à chaque fois un numéro qui est noté, cette fois-ci A, B, que je mets entre parenthèses. Et cela donne donc, quand je suis dans A et pas dans B, ça me donne un 0. Quand je suis dans les deux, j'ai donc un 1. Ici, j'ai donc 0, 1. Et puis le dernier ici, en dehors, c'est la région. Je dis souvent région, mais en réalité, le terme correct serait plutôt partition. J'ai les 4 partitions qui correspondent donc au numéro que j'appelle A, B. Je vais donc construire ma première table. Toutes les tables commencent de la même manière. J'ai 2 variables, donc j'ai A, B, et A, B, je peux avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ce sont les 4 possibilités qui correspondent exactement donc aux 4 partitions. Je complète mon petit tableau. Voilà. Et maintenant, j'ai plusieurs sorties possibles. L'exemple que je souhaite prendre cette fois-ci, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je prends l'intersection? Voilà, ceci. Je dis que pour l'intersection, il n'y a que cette région-là qui est vraie. Donc ça veut dire, je mets ceci. La région qui correspond donc à l'intersection a été prise, donc je mets un 1. Et toutes les régions qui n'ont pas été prises, ben je mets 0. Donc on est d'accord pour dire que je suis en train de travailler avec l'intersection. Voilà. Alors examinons un peu ce que j'ai comme résultat avec des opérations que nous connaissons déjà. On a pour A, B, 0, 0 et on obtient un 0. On a un 0 et un 1 et on obtient un 0. On a 1, 0 et on obtient 0 et enfin 1, 1, on obtient 1. Ça ressemble beaucoup à quelque chose qui est connu. C'est le produit, c'est A fois B. Ou AB, tout simplement. Donc regardez, et c'est cela qui devient intéressant, et c'est comme ça qu'on va finir par procéder par la suite, c'est qu'il y a une correspondance entre, d'une part, la théorie des ensembles, qui va me donner A inter B, et alors aussi l'algèbre de Boole, parce que voilà, ça y est, on y arrive, A fois B. Qu'est-ce qu'on a pu avoir alors comme jusqu'à présent au niveau des correspondances? Eh bien, je peux déjà affirmer que lorsque on a un grand A, eh bien, la correspondance en algèbre de Boole va me donner tout simplement un petit a. Maintenant, dans les exercices des différents ouvrages, vous allez trouver l'algèbre de Boole avec des majuscules. Ça n'a en réalité aucune importance. Là, quand je suis en train de faire la distinction, c'est tout simplement pour le cours
que vous sachiez que, bon, que quand je travaille avec des majuscules, je suis en train de parler des ensembles, et que quand je travaille avec des minuscules, je suis en train de parler en termes d'algèbre de boules. Si maintenant, je recherche le complément de A, pas de surprise, eh bien, là également, je vais avoir le complément de A en algèbre de boules. Hein, bon, on a déjà vu ce qu'il en était avec une variable précédemment. Attention, c'est pas moins A. Hein. Il n'y a pas, en réalité, vous verrez qu'il n'y a pas de soustraction du tout dans l'algèbre de boules. Je viens de voir que, bon, que l'intersection a une certaine correspondance également. Lorsque je fais l'intersection de deux ensembles, eh bien, dans l'algèbre de boules, je suis en train de faire une multiplication. Je peux encore rajouter deux choses qui ne sont pas encore apparentes, mais qui vont vous apparaître évidentes par la suite. C'est le fait de prendre, d'une part, l'ensemble vide. Si je prends l'ensemble vide, regardez, si je fais en réalité, je vais faire ceci, attendez, si je vais prendre ma gomme, je vais enlever le B et je vais remplacer par l'ensemble vide. Si je fais l'intersection d'un ensemble quelconque avec le vide, ben, je ne peux obtenir que le vide. Cela ressemble à quelque chose de connu avec la multiplication. Si je recherche un nombre qui, lorsqu'on le multiplie par une valeur, eh bien, on obtient le même nombre, eh bien, en réalité, c'est très facile. Cela correspond exactement à 0. Et effectivement, l'ensemble vide en algèbre de boules, sa correspondante, c'est 0. Alors, si vous suivez, vous allez me dire que il y a le 0, mais il y a aussi le 1. Si j'écris A fois 1, qui donne alors à ce moment-là A, eh bien, nous avons vu avec la théorie des ensembles que pour obtenir A, il fallait à ce moment-là chercher comme intersection, non pas l'ensemble vide, mais l'ensemble universel, ce qui clôture à ce moment-là déjà nos premières correspondances, à savoir que l'ensemble universel, eh bien, en algèbre de boules, il correspond exactement à 1. Et vous voyez comme ça devient facile. Une fois que vous connaissez toutes les lois correspondant à la théorie des ensembles, c'est-à-dire tout ce qui a été vu dans les vidéos précédentes, eh bien, vous pouvez transformer toutes ces lois directement en algèbre de boules. Et c'est ce qu'on fera lors de la prochaine vidéo. Mais avant, maintenant que j'ai placé tout le schéma correspondant aux tables de vérité, eh bien, on va pouvoir examiner toutes les tables de vérité au fur et à mesure. À partir de celle-ci, il y en a une autre que j'aimerais bien examiner qui me paraît importante. Je reviens donc au début avec mes deux ensembles, et cette fois-ci, ce que je veux étudier, ce n'est pas l'intersection, mais c'est l'union. L'union de deux ensembles. L'union de deux ensembles, ça, cette fois-ci, vous savez que je prends tout ça. Je vois donc que tout est vrai, sauf une seule région, c'est la région 0, 0. Et alors j'ai des 1 partout. Bon, ici ça devient un peu plus complexe pour pouvoir trouver une opération avec A et B, et puis pour pouvoir trouver la sortie. Mais en réalité, pas tant que ça. Le véritable souci, c'est quelque chose que je vais mettre
de côté, nous allons dire, c'est le fait que j'ai un 1 en entrée et que j'ai surtout le 1 en sortie. C'est celui-là qui m'embête. Celui-là m'embête parce que si je pouvais négliger la chose, je pourrais tout simplement me dire que pour obtenir 0, 0, 0, 0, 1, 1 et 1, 0, il suffirait tout simplement de me dire, voilà, c'est très simple, je vois que j'ai affaire à une addition. Donc j'ai A plus B. Là où ça me gêne, c'est que 1 plus 1 égale 1, j'ai envie de dire que ce n'est pas juste. Mais en réalité, pas tant que ça. Il faut toujours considérer que l'algèbre de Boole, en tout cas à l'heure actuelle, vise essentiellement les circuits électriques et que l'on peut raisonner de cette manière-ci. Supposons que vous avez un fil électrique qui arrive. Ce qu'on aime bien souvent, c'est dessiner une résistance comme ceci. On va en faire une autre en dessous. Voilà. Et j'en fais une autre là. Et alors, on va rejoindre ces résistances comme ceci. Et qu'est-ce qu'on explique? On dit qu'on a un courant 1 qui arrive ici. Il y a un autre courant qui arrive par là. Et puis finalement, les courants se rejoignent et on va avoir un courant I3 qui est la somme des deux autres. Mais, dans la branche numéro 1, vous avez un courant. Dans la branche numéro 2, vous avez un courant. Et dans la branche numéro 3, vous avez aussi un courant. Et c'est cela de quoi il s'agit. C'est qu'en prenant ces deux courants-là, en les mettant ensemble, on n'aura quand même au final qu'un seul courant. Il est peut-être plus grand, mais on s'en fiche. D'un autre côté, c'est de dire que quand on avait deux courants qui arrivaient au départ, fatalement, on obtient un seul courant à l'arrivée. Si vous n'aimez pas les circuits électriques, on peut remplacer ça, par exemple, par une rivière. Voilà donc ma rivière. Vous avez un premier personnage qui apparaît. Qu'est-ce que lui voit? Il voit une rivière. Vous avez un deuxième personnage qui apparaît. Qu'est-ce que lui voit? Il voit une rivière. Et puis le dernier personnage, qu'est-ce qu'il voit aussi? Une rivière. Conclusion, nous avons trouvé une nouvelle correspondance avec l'algèbre de Boole. C'est à savoir que A union B dans la théorie des ensembles correspond à A plus B dans l'algèbre de Boole. En résumé, nous voyons apparaître deux tables de vérité essentielles qui font intervenir la loi fois et la loi plus pour l'algèbre de Boole. Nous pouvons associer également à chacun de ces résultats deux connecteurs. Vous avez d'une part ici le connecteur et on a donc affaire à la fonction et, parce que souvenez-vous, quand on fait une intersection, ça veut dire que l'on veut que l'élément, l'objet de notre intérêt se trouve à la fois dans A et dans B, tandis que lorsqu'on utilise le plus qui correspond donc à l'union, on peut prendre l'élément aussi bien dans un ensemble que dans l'autre, et on a alors à ce moment-là la fonction OU. Je peux aller plus loin en prenant les fonctions complémentaires. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je veux simplement rechercher ce qui se passe si au lieu d'avoir
A fois B, j'ai A fois B bar. De même, j'aimerais bien savoir ce qui se passe si j'ai A plus B bar. Au lieu d'avoir les fonctions et, j'aurai les fonctions non et. J'aurai également la fonction non ou. Avec leur correspondance en anglais. Alors, pour pouvoir faire apparaître les résultats de ces deux fonctions, eh bien, il me suffit d'utiliser ma baguette magique et de remplacer dans les sorties tous les 0 par des 1 et tous les 1 par des 0. Et voilà. Vous voyez que la construction de ces tables de vérité était vraiment très simple à faire. Bien. Continuons notre étude des tables de vérité en examinant encore quelque chose d'un peu particulier. C'est ce que nous avons appelé la différence symétrique et que nous avons noté à delta B. Bon, j'aimerais bien trouver quelque chose qui corresponde en algèbre de boules à cette opération dans la théorie des ensembles. Examinons d'abord ce qu'il en est au niveau des ensembles eux-mêmes. Je vais donc assurer les différentes parties qui concernent la différence symétrique. On ne s'attarde donc que dans A moins B et B moins A, ce que nous avions noté comme étant A bar B. Je suis en train de faire un spoiler déjà de ce côté-ci. C'est plutôt A bar inter B union A inter B bar. Rappel, j'y reviendrai plus tard. Alors j'ai de nouveau mes variables avec mes sorties A, B ici, et j'aimerais bien voir ce qui se passe. Je vois que la région 0, 0 n'est pas prise. La région 0, 1, elle est prise. A0, elle est prise. Et 1, 1, elle n'est pas prise. Comment est-ce qu'on peut définir cela? Eh bien, je vais le définir d'une manière assez particulière. Je peux déjà affirmer que les sorties sont vraies uniquement lorsque A et B sont différents. Ce n'est pas une opération, c'est plutôt une proportion. Donc ce n'est pas utilisable dans un calcul, mais effectivement on peut constater que le fait de parler de différence symétrique eh bien, correspond exactement à sortie uniquement lorsque A et B sont différents. Et effectivement, par la suite, ça va effectivement aider. Alors, on va aussi pouvoir constater une chose, c'est que donc c'est presque la même chose que le plus. Ce qui change cette fois-ci, c'est le résultat du 1, 1 qui va donner cette fois-ci, non pas 1, mais qui va donner 0. Bon, alors, comment est-ce qu'on va pouvoir s'arranger cette fois-ci? Eh bien, j'écris A plus B et j'entoure. Je vais donc avoir une nouvelle correspondance ici avec un A
plus B, comme ceci. Je vais avoir affaire à quelque chose que je vais appeler un OU, puisque j'ai à nouveau un plus, mais ce sera un OU dit exclusif. Le OU est exclusif, ça veut dire que bon, qu'on veut bien prendre les éléments de A, les éléments de B, mais pas ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire que par exemple, pour une société, on veut bien rechercher un informaticien, on veut bien rechercher un comptable, mais on ne veut pas quelqu'un qui soit les deux à la fois. Bon, examinons ce qui se passe avec les tables de vérité ici. Je vais donc faire de nouveau différents changements dans mes tables. Je vais commencer par entourer le plus ici, pour dire que maintenant il s'agit d'un OU exclusif. Comme c'est un OU exclusif, ça, ce n'est plus bon. La bonne valeur devient 0. Alors, le résultat que j'ai obtenu, petite baguette magique, je le place également à gauche. Voilà qui est fait. Tout cela pour pouvoir faire maintenant quelque chose de supplémentaire, c'est ceci. Je veux rechercher le complément. Alors, de nouveau baguette magique. Si maintenant je recherche le complément de mon plus entouré, qu'est-ce que je vais faire? Tous les zéros de la colonne vont devenir des 1 et tous les 1 de la colonne vont devenir des 0. Voilà qui est fait. Alors, qu'est-ce que je peux constater? Nous avions dit que quand nous avions le OU exclusif, eh bien, la sortie correspondait au fait que nous avions que A était différent de B. Eh bien, lorsqu'on recherche le complément, eh bien, on a en sortie un des 1, donc c'est vrai, lorsque A est égal à B. Mais alors, cette fois-ci, je ne peux plus parler de OU exclusif, mais plutôt de non-OU exclusif. Et en anglais, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons XOR pour le OU exclusif et XNOR pour le OU non exclusif, pardon, exclusif, le non-OU exclusif, qui lui va pouvoir également s'écrire d'une autre manière. J'avais oublié de vous le noter, je le mets maintenant. C'est que le A plus B avec une barre, on l'écrit également A fois entouré B. Fin de cette vidéo.